Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera tout d'abord un point sur le résumé macro de la semaine avec quelques statistiques économiques importantes et surtout le dernier FOMC de cette année 2024 qui réservait pas mal de surprises et beaucoup de choses inattendues pour le marché. Ensuite, on verra le CAC 40, voir les niveaux à surveiller de près techniquement pour la semaine prochaine. Le suivi de mes trades court terme avec pas mal de changements dans mon portefeuille. On verra tout ça ensemble. Et comme d'habitude, on terminera par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec un résumé macro de la semaine, avec notamment les PMI manufacturiers en France qui continuent de s'enfoncer, le PIB des États-Unis qui est ressorti encore plus fort que les attentes, et je vous donnerai mon avis sur ce dernier FOMC de la Fed et du discours de Jérôme Powell, sans oublier le petit graphique qu'on ira voir rapidement de l'euro-dollar, voir par rapport à cette grosse ligne de support où il en est, et le spread qu'il va falloir suivre encore de très près les semaines et les mois à venir entre le 10 ans français et l'allemand. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude avec pas mal de changements. Donc le BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Airbus, Biomérieux que j'ai toujours en portefeuille. Dassault Systèmes, Euraseo, je les ai sortis cette semaine. Accor, toujours. Ipsen, sorti aussi vendredi pour quelques centimes. Ensuite, Eramet, je l'ai toujours. Stellantis, sorti aussi cette semaine. Dassault Aviation, 100 francs, toujours en portefeuille. Et en fin de semaine, j'ai pris quelques actions de L'Oréal. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Renault, où je vous ai déjà parlé le week-end dernier, et techniquement, c'est plutôt intéressant. Et on verra Saint-Gobain, Legrand, Française des Jeux. Et pour terminer, SPI. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour le résumé macro de cette semaine. On a commencé lundi avec les PMI manufacturiers de la France qui sont ressortis bien inférieurs aux prévisions. 41,9, les prévisions étaient à 43,2, le mois précédent 43,1. Donc quand on voit le graphique, c'est vraiment pas joli du tout, hein. On voit que la dynamique est très baissière. Je vous rappelle qu'au niveau des PMI, c'est les directeurs d'achat. Quand on a des PMI supérieurs à 50, c'est l'expansion de la croissance. Quand c'est l'inverse, inférieur à 50, c'est la contraction. Donc on voit que depuis déjà un long moment dans le secteur manufacturier en France, on est en dessous du 50. Et là, on est presque en plus bas du crash du Covid. Voilà, on revient sur des 41, 42, on était au mois de janvier 2024. Et sinon, ça nous ramène à l'époque du Covid. Donc c'est quand même pas de bon augure. On verra bien si en 2025, les PMI manufacturiers vont repartir vers la zone des 50. Affaire à suivre. On suivra ça bien évidemment ensemble. Ensuite, on a eu mardi. On voit par exemple que les PMI au niveau l'Allemagne c'est pas joli non plus, 42,5 au niveau du manufacturier. Après en service en France, c'est plutôt pas mal, 48,2, on se rapproche des 50. Mais si on fait les PMI globales entre les services et la manufacture, on est bien en dessous des 50. Donc on verra bien. Ce qui est plutôt encourageant, c'est les PMI composites, comme je vous l'ai dit, de S&P Global, de la zone euro. On remonte, on était à 48,3,
on est ressorti à 49,5, donc on n'est pas loin du 50, mais quand on voit les PMI composites, la même statistique côté américaine, 56,6, donc voilà, on n'est même pas, on est largué depuis un long moment la zone euro, et là ça continue à bien, augmenter au niveau des États-Unis. Je vous ai mis le graphique pour voir tout de suite la dynamique des PMI composites S&P Global, donc la manufacture et les services. On voit que voilà, la dynamique est haussière. On a fait un point bas au niveau des États-Unis en 2022 et depuis, on est à 56. On a fait quelques mois en dessous des 50, mais très très léger. Très très léger, avec des taux directeurs de la Fed très élevés, et ça va pas empêcher l'économie américaine de très bien se comporter. On verra bien aussi en 2025 ce que ça va donner avec la politique de Trump, et les PMI, on les suivra ensemble. Manufacturier, un peu de baisse au niveau des États-Unis, 48,3, mais rien de dramatique sur ce sujet. Quand on voit par contre les services qui ont explosé, on commence quand même à avoir un gros écart entre les PMI services et les PMI manufacturiers aux États-Unis. C'est assez rare. C'est bien évidemment les services, grosse économie aux États-Unis, mais un tel écart, je sais pas, faudrait regarder dans le passé si c'est déjà arrivé, un tel écart de 10 points sur les deux. Voilà, on va voir, parce que si les PMI manufacturiers continuent de baisser, ça pourrait dire l'économie américaine est en train un peu de ralentir. A contrario, les services, quand ils augmentent, c'est un peu inflationniste. Donc après, voilà, la Fed a encore du boulot pour l'année prochaine. On verra, on suivra ça en 2025. Ensuite, on a eu mardi, voilà, les ventes au détail, pas rien à signaler, un peu inférieur aux attentes. Mercredi, l'inflation de la zone euro, toujours la même chose, c'est plutôt intéressant, mais comme l'économie est au ralenti en zone euro, on a une inflation qui est pas loin du target des 2%. Donc on était à 2, on est remonté à 2,2. Voilà, on reste, tant qu'on ne remonte pas, pour moi, au-dessus des 2,5%. Rien à signaler de particulier, on est même en dessous des prévisions qui étaient à 2,3. Donc au niveau de l'inflation en zone euro, rien à signaler pour le moment. Et puis bien évidemment, on va passer au sujet du dernier FOMC et la décision de la Fed sur les taux directeurs. Donc Jérôme Powell a baissé ses taux de 0,25 comme prévu. Donc on est sur des taux de la Fed aux États-Unis de 4,5%. Et ce qui a surpris les marchés, c'est le discours de Jérôme Powell après cette baisse de taux. C'est que il nous a dit que suite on va dire à l'élection de Donald Trump et ce qu'il promettait de faire pour les États-Unis, c'était bien évidemment inflationniste. Je vous rappelle qui souhaite imposer des droits de douane à plusieurs pays. Il y a le Canada, le Mexique, peut-être la zone euro, bien sûrement la Chine. Donc bien évidemment, c'est inflationniste. Ensuite, il y a aussi les immigrés qui voudraient fortement réduire. Donc bien évidemment, s'il y a moins d'immigrés sur le sol américain, il y aura peut-être des tensions sur le marché du travail. Donc si les salaires augmentent, et beaucoup plus de pouvoir d'achat pour les ménages, sachant qu'en plus il veut aussi baisser les impôts. Donc toutes ces mesures sont un peu inflationnistes. Donc Jérôme Powell a un peu calmé le jeu. Bien évidemment, on ne sait pas si tout ce qu'il a promis, il va le faire. Et surtout, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Il prend ses fonctions, je crois, vers le 20 janvier. On verra bien ce qu'il va mettre en place, si les statistiques de l'inflation repartent à la hausse ou pas. Et on suivra ça de toute façon. Et donc, il a dit, pour conclure, que peut-être il y allait avoir que 2 baisses de taux pour 2025, alors que le marché en estimait au moins 6.
il y a quelques semaines. Donc ça a un peu douché les marchés. Et surtout, il a dit aussi qu'il était un peu data depender, c'est-à-dire qu'il suivrait, mais que peut-être le taux de directeur n'est pas très loin du taux où, parce que c'est aussi la grande question, jusqu'où la Fed va le baisser. On va dire le taux plancher. Est-ce que la Fed va le baisser jusqu'à 3% et après, durant des mois, ça va rester à 3 en attendant un peu quelques mois? Ou est-ce que ça en va aller encore plus bas? Est-ce que le marché, est-ce que les taux vont rester vers les 4? Donc il a dit qu'on n'était peut-être pas très loin. Donc ça a aussi, bien évidemment, jeté un peu de froid sur les marchés, sachant que les marchés, comme ils attendaient 6 baisses de taux, et peut-être vers un taux plancher, vers les 2%, 2% et demi. Là, on est à 4,5. On verra bien. On suivra ça l'année prochaine et ça risque de secouer pas mal, surtout avec Trump qui va rentrer dans ce jeu avec Jerome Powell. Ça risque de faire des étincelles. Ensuite, pour terminer, on a eu le PIB qui va un peu par rapport au discours de Powell. On a un PIB quand même très très solide. 3,1% pour le troisième trimestre, prévu 2,8% le trimestre précédent à 3%. Donc quand on voit aussi le graphique du PIB des États-Unis, on est encore très très loin d'une récession. Donc au final, Powell a un petit peu raison en calmant le jeu. Je vous le dis depuis des mois que baisser les taux aux États-Unis, c'est peut-être pas primordial et le faire rapidement et fort. C'est un peu ce que fait Powell. Il calme le jeu, il dit que l'économie américaine est très forte, très résiliente, que le chômage est pour le moment plutôt faible, que l'inflation n'est pas encore au target des 2%. Donc il a baissé un petit peu les taux en 2024 et puis il va attendre de voir en 2025 comment ça va évoluer tout ça. Parce que faut quand même se dire que Powell, sa mission à lui, c'est vraiment l'inflation. C'est combattre l'inflation coûte que coûte. Ce qui serait très embêtant pour l'économie américaine, c'est si avec le programme de Trump, s'il y a encore des tensions géopolitiques, etc., que le baril de pétrole explose à la hausse, si l'inflation repart violemment à la hausse, si la Fed doit remonter les taux, alors là, ça sera un vrai carnage sur tous les marchés boursiers, même sur le forex, même sur les taux, surtout. Donc, prudence, je pense, au niveau de la Fed, et on verra bien la suite en 2025. Ensuite, à part vendredi, on a eu un peu aussi au niveau du PCE Core, moins fort que prévu, 0,1%. La consommation des ménages, 2,8%. Voilà, ça reste à peu près comme les prévisions. Donc rien à signaler de particulier. On va passer rapidement maintenant sur les graphiques que je vous fais suivre à peu près chaque semaine parce qu'on arrive sur des zones techniques très importantes. Donc l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar est pour moi en danger. On avait ce range, on est en hebdomadaire. Pour moi, le range a été cassé. C'était ici le point bas. Il a été cassé il y a quelques semaines. On a essayé de revenir dans ce range. Mais cette semaine et la semaine dernière, avec bien évidemment avec une économie américaine si forte et une zone euro aussi faible, l'euro-dollar est chahuté. Est-ce que la BCE est en train d'intervenir pour essayer de sauver un peu cet euro? Voilà, je pense personnellement que ça va continuer un peu à baisser. On verra bien si on a la config du range, que le range est cassé, on mesure la taille du range, on le met par rapport à la ligne de coup, ça nous fait un target un peu en dessous de la zone de parité des 1 euro. Donc on verra. Pour moi, je pense que l'euro-dollar va revenir vers les 1 euro. Maintenant, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour l'économie européenne et plus particulièrement la France? Bien évidemment, si 1 euro baisse pour les entreprises qui exportent aux États-Unis et surtout presque dans le monde parce que le marché est surtout fait en dollars, c'est
plutôt pas mal, mais malheureusement pour les importations et comme la zone euro on importe beaucoup, et ben ça peut générer de l'inflation. Et pour les entreprises aussi, et les matières premières importées pour les entreprises qui travaillent en France, c'est plutôt pas bon. Donc il y a un peu du bon côté, il y aura des gagnants, des perdants, comme un peu à chaque fois. On suivra ça. Pour le moment, on va dire qu'on n'est pas encore en train de plonger, mais je pense à une stabilisation pour repartir après la baisse. Donc on suivra ça ensemble en 2025, voir si l'euro-dollar arrive à se reprendre ou si on plonge vers la zone de parité. Et pour finir, comme d'habitude, le petit graphique sur le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. On va se mettre en hebdo. Pour moi, j'ai tracé une ligne. La ligne, c'est les 80 de spread, 80 points de base de spread, 0,80%. Quand on passe au-dessus, ça commence à faire beaucoup. Si on dézoome, c'est des niveaux de 2012 sur le spread entre le français, le 10 ans français et l'allemand. Donc au-dessus, pour moi, c'est zone un peu de danger. Quand on reste en dessous des 80, ça colle à la résistance, mais bon, ça se replie. Et par les temps qui courent, avec bien évidemment toujours nos problèmes de politique en France, bah, c'est pas trop mal. Et après, j'ai tracé un petit support oblique sur le spread. Si on arrive à le casser, ça veut dire à passer en dessous des 75 points de base d'écart entre les deux taux. Ça nous donnerait un peu d'air sur les obligations. Donc on suivra ça. On voit quand même que la bougie de hier, elle fait quand même peur. Le spread qui a vraiment reparti à la hausse. Et vendredi, ici, on est pile poil sur les 80 points de base. Donc affaire à suivre. De très près aussi ce graphique, je le partage assez souvent sur Twitter parce que ça nous donne une indication, je pense, sur le marché action qui peut être mis sous pression si le spread s'écarte trop, comme on avait eu le cas début décembre. Là, on était monté à presque 90. Ça commençait à faire beaucoup pour ces obligations françaises. Donc affaire à suivre. Donc voilà ce tour d'horizon assez complet de ce résumé macro de la semaine avec le point central, le dernier FOMC, la vision de Jérôme Powell et les marchés qui ont plutôt pas trop apprécié son discours. Donc affaire à suivre sur les statistiques l'année prochaine. Donc passons maintenant à l'analyse du CAC 40. On va commencer par l'hebdomadaire pour voir cette semaine comment elle s'est déroulée. Donc on fait encore une bougie hebdomadaire rouge négative de moins 1,82 après la semaine dernière où on fait un peu du surplace. Pour moi, le CAC n'est pas encore totalement entre guillemets mort. Pourquoi? Parce que déjà techniquement, on sauve encore ce support oblique haussier. En hebdo, j'ai une sorte de canal haussier qu'on voit ici qui commence au plus bas de mars 2020. On se rapproche en octobre, septembre 2022. Et là, on est de retour depuis des semaines un peu sur cette zone. On voit en ligne de clôture, on le sauve. On voit aussi en ligne de clôture qu'on n'est pas encore sur les plus bas annuels. Les plus bas annuels, c'était la semaine du 25 novembre. Ça va être l'enjeu durant cette fin d'année. Est-ce que le CAC va clôturer cette année 2024 au plus bas ou pas? On verra. On verra bien. Donc en hebdomadaire, on fait une mèche basse. Le petit point positif. Maintenant, de toute façon, en hebdo, les zones à préserver, c'est les 7127, les plus bas annuels. Si on casse en clôture hebdo les 7127, et pour moi, c'est direction la moyenne mobile 200 hebdomadaires. Et après, peut-être les 6008, soit une très belle zone aussi de polarité. On n'est pas encore là parce que le CAC fait encore un peu de résistance, même s'il est hautement chahuté. En hebdomadaire, c'est négatif. Toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours, sauf la 200. Le RSI repart à la baisse. Donc c'est dangereux, c'est volatile, mais peut-être pas mort pour cette fin d'année. On verra bien. On refera le point le week-end prochain sur le CAC 40. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. On va passer en journalier pour voir de plus près. Je vous rappelle cette ligne jaune horizontale, c'est le niveau du CAC au début d'année 2024.
Donc pour ressortir positif sur cette année 2024, il faudrait repasser au-dessus des 7541. Pour le moment, on n'en prend pas trop le chemin, mais on verra bien s'il y a un sursaut ces dernières semaines. J'y crois pas trop, mais voilà, on va sûrement faire une année négative sur le CAC 40. Maintenant, est-ce que ça va être très très négatif? Ça veut dire est-ce qu'on va casser les 7127 et clôturer au plus bas, ou est-ce qu'on va rester dans cette zone que j'ai définie? Donc cette semaine, on est lundi, la zone de polarité était à 7325 qu'on avait identifié la semaine dernière. C'était une très belle zone pour peut-être relancer la dynamique haussière sur le CAC, dans cette figure, peut-être. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Mercredi, on fait du surplace avant le FOMC. Et bien évidemment, jeudi, avec les marchés américains qui ont chuté violemment, et le CAC 40 s'est fait emporter avec. On fait un gap baissier sur la zone de support, donc pas bon du tout. Vendredi, c'est plutôt une sorte de rattrapage. Vendredi, ça avait fortement baissé début de journée. Fin de séance, ça a fortement remonté. On fait en finale moins 0,27, mais on a quand même été jusqu'à 7200 points. Mèche basse, donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Attendons la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être encore une semaine compliquée, surtout avec les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Peu de volume, donc je ne sais pas trop comment les arbitrages vont se faire. On verra. Pour ma part, voilà les zones que je vais surveiller. À la baisse, les 7200 points. La mèche basse de cette bougie de vendredi, avec peut-être un retour des acheteurs. Mais bien évidemment, s'il y a encore de faiblesse, je pense qu'on ira chercher les 7127, notre dernier support de cette année. A contrario, pour repartir et peut-être revenir vers le niveau du CAC 40 en début 2024, les 7005, et la première zone déjà à franchir, ça sera les 7325. Combler ce gap baissier de jeudi qui est pour moi quand même un préjudice technique important. Ça s'est affolé. Maintenant, est-ce que c'est un affolement juste d'une journée? Le problème, c'est que ça s'est accentué vendredi, même si on finit là vendredi soir sur un beau rattrapage. On verra, on fera un point le week-end prochain. Après, j'ai une résistance oblique baissière, mais bon, on aura le temps d'en reparler. On voit ici qui commence en mai 2024, en septembre et en décembre 2024. Voilà le plan technique. En moyenne mobile, tout au-dessus des cours, donc pas top, la 10, la 20, la 50, la 200, le RSI est repassé en dessous de sa zone de neutralité des 50. Donc prudence sur le CAC et on verra la semaine prochaine où il en sera. Bien évidemment, je vous ferai suivre sur Twitter l'analyse du CAC 46, passe quelque chose. Je vous rappelle pour me suivre, le lien est dans la description. Allez, on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme avec pas mal de changements cette semaine. On va voir ça ensemble. On commence comme d'habitude par le BX4. Donc le BX4, rien de particulier à signaler. Je suis repassé positif avec mon PRU qui est à 0,8788. Voilà, je garde, je ne fais rien. Peut-être reste attentif la semaine prochaine si peut-être que le CAC 40 va repartir violemment à la hausse. Je n'en sais rien. Essayez au moins de ne pas perdre d'argent sur ce trade. Pour le moment, je suis en plus-value latente d'environ 2%. Donc à voir si lundi le CAC continue un rebond plus poussé, peut-être encaisser mon BX4 avec un léger gain. Et de toute façon, je pense qu'on aura le temps de reshorter le CAC l'année prochaine. Techniquement, on est la zone de support du BX4 est à 0,87, la résistance là-haut. Donc là, on est à peu près au milieu de nulle part, comme on a vu sur le CAC 40, avec beaucoup de volatilité. Donc moi, je vais essayer de faire du mieux au niveau de ce trade pour passer après à autre chose. Donc voilà, pour les personnes qui sont baissiers sur le CAC 40, faut voir, on a eu quand même une semaine
très volatile, avec deux baisses consécutives assez fortes. Donc rien ne nous dit qu'on va pas avoir une sorte de rebond technique, aller chercher la zone ici vers le gap et repartir à la baisse. Donc prudence. Moi je suis dans le train. Si je clôture la semaine, je vous partagerai sur Twitter. Et sinon on refera un point le week-end prochain. On continue Neuron. Donc Neuron, elle suit un peu la config. Canal baissier. Le week-end dernier, j'avais bien aimé un peu ce sortie de canal baissier, mais c'était bon, très timide. Je vous avais parlé de cette zone de résistance des 44,75 qui est très claire maintenant sur Neuron. On voit que mercredi, grande mèche haute. Jeudi, vendredi, ça continue de baisser et on est revenu pile poil sur la zone de support des 43,20 avec une mèche basse. On verra bien si on élargit un peu. On voit que le bas du range est à 40-45. Pour ma part, mon PRU à 44,95. Donc rien de particulier non plus à dire. Je ne touche à rien. Pour les personnes intéressées par le dossier, et ben là on est sur une zone technique avec mèche basse. Après, bon, pour les très courts termes, après la semaine prochaine, bon, c'est Noël, on va peut-être pas rester devant le PC toute la semaine. Mais après, il y a un scénario, si on a un rebond sur les actions un peu françaises, et bon, ben, on peut se dire, peut-être pas aller là-haut, mais au moins aller là-haut. Ça fait un risque-récompense d'un peu plus de 1,5. On voit si lundi on clôture plus haut que les plus hauts de vendredi, soit à peu près à 43,75. Un stop en dessous de la mèche basse de vendredi, puis on essaye d'accompagner si on a un rebond, et puis on met un stop au cas où, si on n'est pas trop devant les écrans et qu'à un moment donné, il y a beaucoup de volatilité pour X ou Y raison, et bon, on se fait sortir et puis on sait qu'on aura une perte de 2%. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Moi, je suis dedans, je laisse faire tranquillement Neuron parce qu'en plus, fondamentalement, elle me plaît. Pour le moment, canal baissier, en dessous de toutes les moyennes mobiles. Le RSI aussi plutôt négatif. Donc, j'attends de voir jusqu'où on va avoir une belle congestion sur Neuron pour essayer de repartir. Chercher, je vous rappelle, ces sommets historiques qui sont à 47,55 €. On continue avec Valourec. Donc Valourec, pas top cette semaine. Ça zigzague énormément. Il y a plein de gaps baissiers, haussiers. Ça part un peu dans tous les sens sur Valourec. J'avais une sorte de drapeau, on va mettre un peu cette oblique qui fait un peu polarité, qui était un peu résistance. Maintenant un peu peut-être support. De toute façon, j'ai placé un stop sur Valourec à 15,96 €. Si la semaine prochaine on tape ce stop, et je serai presque flat, un petit gain de même pas 1%. Et puis on verra bien. Valourec, elle m'intéresse, mais comme je vous l'ai dit, j'ai préféré mettre des stops pour assurer un peu au cas où. Et puis on reviendra si le dossier est pour moi intéressant, on pourra revenir. Il faut toujours essayer de soit pas perdre d'argent, soit d'en gagner un petit peu. Et puis après, on aura énormément de temps pour revenir sur le dossier. Donc sur Valorec, mon stop est là. Je ne touche bien évidemment à rien. Si je me fais stopper, je prends mon petit gain. Et puis on reviendra plus tard sur Valorec. Techniquement, on est un peu sur un range peut-être entre 16 € et 17,28. Grosse zone de résistance à 17,28. Donc ça zigzague pas mal. On sait pas trop. Moyenne mobile, c'est plutôt pas mal ce croisement M50 et M200 pardon. Les autres M10, M20 vont peut-être se croiser à la baisse, donc c'est jamais non plus très bon court terme. On sait pas trop que ça pourrait aller la semaine prochaine sur Valourec. Donc on laisse tranquillement le marché pour nous donner une congestion, une idée plus claire techniquement au niveau de Valourec. On continue Trigano. Trigano, toujours la même config. Résistance 125,40, support 115. On zigzague pas mal depuis un long moment. C'est très clair, voilà. On verra bien. Pour ma part, mon PRU à 140, mais deux positions parce que je m'étais fait avoir dans la baisse suite à la dissolution de l'Assemblée le 10 juin, et là ça avait fortement baissé. J'en ai repris le 18 octobre, ça me fait un PRU moyen à 140 €. Je laisse faire aussi parce que fondamentalement,
le dossier est intéressant, les résultats ont été très encourageants sur Trigano, donc je pense qu'elle arrivera à repartir. Quand, je n'en sais rien, mais je ne suis pas pressé sur le dossier, donc je laisse tranquillement faire le marché. Techniquement, le support à préserver 115 € et pour les personnes intéressées, voir à 115 € si on a encore une réaction. Là, ça pourrait être intéressant de jouer. Bon, bah déjà, peut-être un retour sur le haut du range et puis bon, bah, si ça casse, on pourrait après aller rapidement chercher cette grosse bougie qui nous a porté un gros préjudice technique le 13 juin, moins 10%. Et depuis, on essaye quand même de revenir tester un peu cette bougie, mais on n'y arrive pas. Donc on verra bien la semaine prochaine et comment on va finir Trigano sur cette année pour essayer de mieux repartir en 2025. On continue, Veolia. Donc Veolia, c'est pas joli du tout. Pas joli du tout. Veolia, on a cassé le support des 27 € avec un gap baissier en plus. On va les noter, ces gaps, comme ça on verra si on arrive à aller les combler. Donc Veolia, on va la mettre en hebdo parce qu'on est très limite pour moi. Sur ce, voilà, on voit en hebdo, on est revenu un peu sur des niveaux de mai 2023. On voit que c'est tendance baissière de court terme, voire un peu de moyen terme sur cette année. Voilà, c'est pas top. Pour le moment, j'ai qu'une petite position. À 30,94, on s'éloigne bien évidemment de mon PRU. Après, pareil, fondamentalement, Veolia peut m'intéresser même pour du long terme. Peut-être la faire basculer dans mon portefeuille long terme à dividende parce que son secteur d'activité est pour moi intéressant à l'avenir, verse un dividende plutôt aussi intéressant. Les fondamentaux sont pour le moment aussi toujours bons, donc on verra. Court terme, c'est pas joli. Les cours sont bien évidemment en dessous des moyennes mobiles. Le RSI va bientôt rentrer en zone de survente. Donc pour moi, la prochaine zone de support, si la semaine prochaine on n'arrive pas à combler ce gap baissier, et ben c'est à 25,41. Après on n'a plus grand chose, on a des petites zones ici à 26. Allez, on va le noter pour voir. On voit ici à 26 la zone intermédiaire, un peu de support. Voilà, donc sur Veolia, si par exemple la semaine on arrive lundi à aller combler ce gap, il y a peut-être une stratégie assez aussi intéressante, un stop au niveau des plus bas de la semaine ici, donc vendredi, la mèche basse, et puis après, bon bah si ça veut repartir un peu dans ce zigzag, on peut aller très haut sur Veolia, mais il faut bien évidemment que le marché au mieux ne chute pas et au mieux nous fasse un rebond technique. Et puis après, on pourra aller à 28,78, voire plus, et invalider ce canal baissier. Mais il y a encore, bien évidemment, du travail pour en arriver sur un retournement de ce canal baissier. On continue. Airbus. Donc Airbus, semaine, on va dire, bon bah après cette énorme hausse, ça plutôt légitime qu'il y ait des prises de bénéfices, sachant que le marché a été chahuté. Maintenant, sur Airbus, mon stop est posé à 150,62. C'est pareil, c'est comme Valorec, au-dessus de mon PRU. Si je me fais sortir, je ne perdrai pas d'argent si ça continue de baisser. Si on a une stabilisation du CAC, peut-être qu'il y aura des acheteurs qui vont reprendre la main sur Airbus pour l'emmener peut-être à 162,52. On verra bien. Techniquement, c'est pas mal. Hein. Si on remet un retracement de Fibo de l'énorme impulsion haussière, 38,2, c'est à peu près à 151. Pour le moment, on n'a pas retracé énormément sur Airbus. On voit qu'on est bien au-dessus des moyennes mobiles. La 10, on a cassé, mais on est au-dessus de la 20. La 50 va peut-être croiser avec la 200, donc ça serait très intéressant. Je vous rappelle un croisement au niveau de l'analyse technique de la 50 sur la 200 à la hausse. Ça s'appelle la croix d'or, donc c'est plutôt très positif ce croisement de moyenne mobile. On verra bien où ça va nous mener. Donc voilà, je ne touche à rien pour les personnes intéressées. Et ben à voir si on revenait un peu tranquillement sans des énormes bougies rouges vers par ici, et ben il y aurait une stratégie un peu comme ça. Voilà, un risque récompense de plus de 2, un stop à peu près à 3%, à peu près en dessous de cette zone ici, un peu de polarité, de retracement de toute l'impulsion haussière
entre 38,2, 50% de retracement. Un peu en dessous, on mettrait un peu un stop ici pour aller chercher le haut à 162,50. Soit un risque récompense de 2. Donc tout à fait acceptable, je pense, sur le dossier en plus Airbus, qui est dans une bonne dynamique ces dernières semaines, voire derniers jours même, si on enlève cette semaine, donc ces dernières semaines très positives. Donc peut-être à surveiller la semaine prochaine si elle veut repartir sur Airbus. On continue. Biomérieux. Donc Biomérieux, pas mal cette semaine. Parce que le marché était chahuté, mais au final, Biomérieux, si on se met en hebdo, bon bah elle progresse. Elle fait plus 0,10. Donc c'est plutôt intéressant. On fait une mèche basse, on voit en hebdo sur la zone technique de polarité. Donc c'est plutôt pas mal. On conserve le gap un peu haussier ici, où on a fait une mèche basse mardi. Donc c'est plutôt très positif, c'est la zone des 80, on va dire la zone des 100 euros sur Biomérieux. Et là, on essaye d'attaquer cette grosse résistance oblique baissière sur Biomérieux. On a passé un peu la moyenne mobile 50. Donc sur les moyennes mobiles, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc c'est plutôt aussi très positif. Maintenant, il faudrait continuer la semaine prochaine, soit par exemple une clôture là-haut, là, au-dessus un peu de toutes ces mèches, on va dire les 103. On peut mettre un stop pour les personnes qui s'intéressent au dossier en dessous de ce gap avec cette mèche basse, soit un stop à un peu plus de 3%, et puis après bon bah on peut aller chercher là-haut à 108, une zone de résistance, ça nous fait un risque récompense d'1,5, et puis si on peut retourner à 112, et ben ça nous fait 2,65. C'est tout à fait aussi une stratégie, je pense, acceptable. Moi, de toute façon, je suis dedans. Mon PRU est à 92,80. Ce qui m'intéresserait, c'est de me renforcer parce que j'ai qu'une seule petite position sur Biomérieux. Maintenant, j'attends de voir, peut-être lundi en reprendre. Mon stop est à 95,80. Si j'en prends par exemple lundi à 103, je remonte mon stop ici. Mon PRU sera à peu près à 96. Donc ça veut dire que même si après ça se retourne, je sortirai toujours en gain. Donc à surveiller pour ma part de très près. Biomérieux la semaine prochaine, peut-être un passage de résistance oblique baissière qui serait, je pense, très positif pour finir l'année. On continue. Donc Dassault Systèmes. Je suis sorti lundi. Pourquoi parce que je vous en avais parlé le week-end dernier, j'avais mis un stop à 33,90. Le stop a été touché la journée de lundi. Donc j'ai pris ma perte de 2% environ sur quand même 2 positions, donc ça fait un petit peu d'argent, mais bon, c'était maîtrisé. Je savais que quand le stop allait être touché à 33,90, combien j'allais perdre. Donc pas de surprise, pas de mauvaise surprise dans mon portefeuille. Je suis sorti pour le moment. Et en plus, on a fait un énorme gap aussi baissier jeudi sur Dassault Systèmes. Maintenant, pour ma part, je suis plus dans le train Dassault Systèmes, donc on va enlever tout ça. Par contre, techniquement, bien évidemment, je la suis encore, et techniquement, on est revenu sur une très 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 belle zone de polarité. Ici, on va voir si, pareil, lundi, mardi, on arrive à se stabiliser au-dessus des 33 euros. Et là, ça pourrait être intéressant de voir si déjà elle peut retourner dans ce gap baissier. Parce que si elle peut retourner, on peut avoir une stratégie, par exemple ici, un stop en dessous de la mèche basse de vendredi, et puis aller chercher la moyenne mobile 200 vers les 35, soit un risque récompense de 1,83. Tout à fait aussi recevable si le CAC 40 veut repartir un peu plus haut pour finir cette année 2024. Voilà, techniquement, on est sur une très très belle zone de polarité qui a joué le rôle de support, de résistance. Donc on va voir la semaine prochaine comment ça va se passer sur Dassault Systèmes. Pour moi, je suis pas dedans, j'ai pris ma petite perte pour limiter les dégâts. Donc on verra ce qui va se passer la semaine prochaine, et bien évidemment je vous en reparlerai le week-end prochain si je re-rentre sur Dassault Systèmes, et je vous partagerai sur Twitter. On continue. Euraseo. Donc Euraseo, pareil, je suis sorti lundi. Mon stop à 69,25 a été touché. J'ai pris ma perte d'environ 5% sur une petite position. Euraseo,
techniquement, je voyais plus trop où elle voulait aller. Donc j'avais mis mon stop ici, j'ai été sorti. On est revenu fin de semaine sur ces niveaux. Techniquement, je vois pas trop. Là, ça zigzag, mais on n'a pas des zones techniques très 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 claires sur Orazego. Donc je sors de ce trade. Je prends ma petite perte et on verra plus tard. Pour le moment, comparé à Dassault Systèmes, je vois pas trop où elle va aller, donc j'ai pas trop d'idées. Les moyennes mobiles sont au-dessus des cours, donc plutôt négatif. Faudrait peut-être revenir sur 66,80 et voir ce qui s'y passe pour Razeo. Mais là, sur ces niveaux, là, je sais même pas où mettre cette zone. Ici, bon, on a une zone de polarité. Voilà, mais là, entre deux, entre 66,80 et 71,55, on a toute une zone assez large où ça va un peu dans tous les sens, avec pas mal de volatilité. Donc voilà, si un jour il se repasse des choses intéressantes sur Orazeo, je vous en parlerai bien évidemment, mais là, pas grand chose à dire en ce moment. On continue, Accor. Donc Accor, plutôt encore une semaine réussi sur Accor. Hein. En hebdo, on fait moins 0,85. Donc il n'y a pas encore énormément de prise de bénéfices, sachant la belle montée qu'elle a fait cette année 2024. Donc moi, mon stop est à 43,97. Je pense que je vais le remonter ici, parce que ici, on a une zone 45,24. On voit que les cours ont fait l'impulsion, la petite congestion, l'autre impulsion, là pareil, on a fait une mèche basse à peu près sur cette zone et là ça a l'air de vouloir encore repartir à la hausse. Donc ma stratégie sur Accor, c'est d'accompagner. Hein. Maintenant je sais est-ce que je vais me faire sortir à 45,24? Si je me fais sortir à 45,24, ça fera quand même un trade de plus de 17%. Donc je pense que ça sera l'un des plus gros de cette année en termes de pourcentage de 2024. On fera bien évidemment un gros bilan début janvier sur tous mes trades de l'année, en toute transparence. On verra combien que j'ai perdu, parce que je pense que cette année 2024, je serai en perte sur l'ensemble de mes trades de 2024, mais on fera un gros point là-dessus, et je pense qu'Accor sera l'un des meilleurs. Donc 45-24, je vais remonter mon stop, et puis je vais accompagner pour les personnes intéressées. Voilà, et peut-être jeudi, fallait vraiment être rapide pour essayer d'en reprendre vers les 45-61, mais après on aurait mis son stop où, j'en sais rien, c'est assez compliqué aussi Accor. Faut soit attendre une vraie respiration, soit aller combler ce gap haussier et revenir un peu sur ce sorte de canal haussier et revenir à peu près par ici, 45, aller vers 45 €, et peut-être que là, il y aurait encore une dernière jambe de hausse, ou sinon, si on est dedans, on accompagne. Pour moi, le dernier niveau, c'est 48,75. Si Accor arrive à 48,75, alors là, je pense qu'on sera vraiment à la fin de la hausse. Donc, affaire à suivre. Pour moi, j'accompagne tranquillement. On continue. Ipsen. Donc Ipsen, je suis sorti vendredi. On va enlever ça pour voir. Je suis sorti vendredi, j'avais mis un stop à 105,50. Il y a quelques jours, pour quelques centimes, j'étais pas sorti. Ici, vendredi dernier, le 6 décembre, et pour je crois le plus bas était à 105,60. Mon stop à 105,50 n'a pas été déclenché. Mais là, pour quelques centimes en dessous, elle a fait 105,30. Donc 105,50 déclenché. Voilà, c'est de mettre un stop. Voilà, quand il est touché, il est touché. Maintenant, on a une mèche basse. Je suis sorti. J'ai pris ma perte que je savais que si le stop allait être touché, j'allais perdre 6%. J'ai encaissé ma perte. Maintenant, je suis plus dans le trade d'Ipsen. Hop, on enlève tout ça. Et voilà. Donc maintenant, par contre, techniquement, pour les personnes intéressées, on a clairement notre zone. Voilà. Pourquoi si j'ai mis un stop ici? Parce que mon PRU était ici, vers les 112. Maintenant, si la semaine prochaine, Ipsen vous intéresse un peu ce range, voilà, acheter à 108, stop à 105. Déjà, le stop est bien plus court par rapport à ce que j'ai perdu.
Et là, on est sur un risque-récompense bien plus intéressant. Donc, faut se mettre des limites. Faut se mettre des limites. Toujours se dire, si ça va mal, où est-ce que je m'arrête? Là, j'avais mis ma limite à 105,50 €. J'ai été stoppé pour quelques centimes. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Et on passe à autre chose. Maintenant, ce genre de scénario peut être tout à fait acceptable. On continue un peu dans ce forme de range. Même si Ibsen fait énormément de mèches, basse, haute, ça part un peu aussi dans tous les sens. Les moyennes mobiles sont toutes entremêlées. On a un croisement pas top de la M50 sur la M200 à la baisse. À contrario de la Croix d'Or, cette situation technique s'appelle la croix de la mort. Donc c'est jamais très bon. On verra. De toute façon, la zone technique des 106,30 en support est toujours d'actualité. Résistance 112. Donc affaire à suivre. Moi, je suis plus dans le train Ibsen, mais je vais la surveiller si techniquement il y a des signaux encourageants pour reprendre un trade dans les semaines à venir. On continue. Eramet. Donc Eramet, on en est où? Eramet, on avait un gap haussier qui a été comblé jeudi. Et pour le moment, on est à 51,55. C'est pareil, beaucoup de faiblesse. Eramet, mon PRE à 62, mais bon, c'est pas c'est plutôt une stratégie moyen terme, long terme sur sur les matières premières. Voilà, si la Chine repart en 2025, je pense qu'Eramet repartira. Pour le moment, ça se stabilise. Le support vraiment a pas enfoncé à 48,52. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer sur Eramet dans les prochaines semaines. Voilà, on va mettre en avance. Ouais. Bon, on va même enlever. Voilà, ça zigzag. Les moyennes mobiles sont tout au-dessus maintenant. Donc c'est plutôt très faible. Moi, je touche à rien. J'ai déjà 2 positions sur Eramet. Donc affaire à suivre. Le RSI est en zone très neutre de 50. Donc pareil pour les personnes intéressées. Attendre peut-être d'essayer de revenir ici vers les 50. Un stop assez court ici. Soit à 5,6. Et puis aller chercher déjà là-haut, là, 58, 50, ça nous fait un risque récompense de 3. Après, Eramet, attention, ça décale assez vite la volatilité. Ça peut nous faire des fois des bougies à plus, comme ici, plus 8 et des moins 2, moins 4, voire plus. Donc ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. On continue. Stellantis. Alors, Stellantis. Pareil, stop touché lundi sur Stellantis à 12,60 € là que j'avais mis. Donc je suis sorti en léger gain de presque 2%. Donc pas de regret, j'ai envie de dire. Je savais que si ça allait toucher, j'allais sortir en gain. Maintenant, on est revenu sur mon ancien PRU à 12,36. Voilà, c'est pareil. Beaucoup de volatilité, ça part un peu dans tous les sens. J'ai joué la prudence sur Stellantis. Maintenant, techniquement, on est revenu sur la zone. Ici, un peu de polarité. On a vu sur la forte baisse. La stabilisation, on était revenu. Là, c'était l'annonce avec la démission de Tavares, énorme mèche basse. Depuis, très fort rebond. Et là, on est reparti ici. Donc, on ne sait pas trop. Là, c'est pareil. Ceux qui veulent jouer la reprise un peu du zigzag de Stellantis. Vendredi, on clôture au plus haut. Donc, c'est plutôt pas mal. On a la bougie quand même de jeudi qui est pas belle avec une énorme mèche haute. Donc on sait pas trop, les moyennes mobiles sont tout au-dessus. Il y a une stratégie de se dire la bougie de vendredi, mèche basse, faut plus aller en dessous. Parce que si on casse en dessous, c'est pour moi vraiment en direction les 11 €, voire 11,80 €, 11,50 € voire. Et puis après, si on se met en hebdo, c'est pas joli, hein, Stellantis. Hein. Les zones techniques, c'est ici, hein, parce qu'après, si ça casse, on peut aller à 11 € hein, sur Stellantis. Par ici, hein, et 11 €, ça fait encore une sacrée baisse. Hein. Ça fait encore une baisse de plus de 10%. Donc prudence. Après, faut savoir se dire que la configuration technique
est très dégradé, que les fondamentaux de Stellantis sont très dégradés, etc. Le secteur aussi, donc faut vraiment mettre un stop pour pas se laisser embarquer dans une énorme baisse, parce que je vous rappelle quand même que Stellantis en 2024, c'est une énorme baisse, très baissière. Donc prudence, moi j'ai pris mes petits gains, toujours bon de prendre des gains quand on peut en prendre. Donc voilà, on passe à autre chose et on enlèvera Stellantis pour le moment. On continue avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, pas grand chose cette semaine, toujours sorte de canal baissier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reste plutôt collé sur cette résistance oblique baissière. On ne retourne pas sur le bas, donc c'est plutôt encourageant. On pourrait même, je pense, se mettre en 4 heures et retracer une note petite ici. Voilà, on a une sorte de petit canal baissier dans le grand, donc on est sur la partie supérieure de ce canal, donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, on est pour moi en plein milieu entre le support des 183, la résistance des environ 198, mon PRU à 196, mon stop à 182, une petite position, on ne touche à rien et on est au milieu du range. On continue, Safran. Donc Safran pris position le vendredi 13 décembre. Je vous en avais parlé. Pourquoi? Parce qu'on est revenu sur la moyenne mobile 200 journalière qu'on voit qu'elle a joué son rôle de support dynamique de nombreuses fois cette année. On a en même temps un support oblique haussier. Donc j'ai pris position. La semaine, début de semaine, c'est plutôt bien déroulé sur Safran. Après, jeudi, comme tout le monde, elle a souffert. Vendredi, grande mèche basse, un peu comme tout le monde. On est revenu au point de départ à 210 € à mon PRU. Donc mon stop est à 203,50. En dessous de la moyenne mobile 200, du support horizontal et du support oblique. Donc là, c'est pareil, je ne touche à rien. Peut-être, pourquoi pas, si vraiment le marché veut repartir, se renforcer sur Safran, recharger pour aller dans ce gap, peut-être, on verra. Ma stratégie c'est assez simple, c'est ça, mon stop ici, pour aller dans ce gap par ici, ça nous fait un risque de à peu près 1,5, aller chercher à peu près 5 pour un peu moins de 3, un peu plus de 3% de perte, et puis si on va combler, ça serait très positif. On n'en est pas encore là, pour le moment ça ne bouge pas trop, on verra bien. Pour les personnes intéressées, faut suivre début de semaine. Tant qu'on tient ce support oblique haussier, pour moi c'est positif. Voilà, on peut aller retrouver les 220 €. Donc affaire à suivre. Moyenne mobile, on a que la 200 en soutien, on essaye de repasser au-dessus de la 10. Donc c'est plutôt pas mal. Le RSI toujours un peu faiblard en dessous des 50. Donc affaire à suivre durant la semaine prochaine. Et on va terminer avec L'Oréal. Donc L'Oréal, je vous en ai beaucoup parlé les semaines précédentes et j'ai pris position vendredi sur L'Oréal. Pourquoi? Parce que j'aime bien ce support oblique haussier, j'aime bien cette zone de polarité assez claire des 334,35 €. Donc on a fait aussi une mèche basse vendredi. Pour moi, je pense, je suis pas trop exposé au luxe dans mes trades court terme, même j'en ai aucune. Et je pense vraiment que si le CAC veut sauver un peu cette année, va falloir faire avec le luxe, avec les LVMH, Hermès, L'Oréal. Va falloir qu'elles essayent un peu de repartir. Maintenant, on va voir. Après, la tendance de L'Oréal, court terme, est plutôt pas mal hein, sur cette oblique. On voit impulsion, là on fait en finale un retracement de Fibo de la dernière impulsion. Hop, à peu près 50%. Donc on peut repartir. Maintenant, de toute façon, c'est comme d'habitude, le marché aura toujours raison. J'ai mis un stop à 331. Ça veut dire que si la semaine prochaine, le CAC repart à la baisse, va chercher son dernier support de long terme, etc. Et si L'Oréal baisse, je perdrai à peu près 2%. Voilà. Je tente, ma situation technique que je trouve intéressante sur L'Oréal, je prends chez mon plan et puis on va voir ce que ça va donner. Je vous la fais suivre. Pour les personnes aussi intéressées par L'Oréal, voyez lundi. Si par exemple lundi on fait une journée où on clôture
au-dessus de la bougie de vendredi et de jeudi, parce que là on a un petit gap baissier bien évidemment. Donc si on clôture, on va dire par ici, là ça serait peut-être intéressant. Après, bon bah le risque est un peu plus élevé, à peu près 3% pour aller chercher peut-être le comblement de ce gap. Ça nous fait un risque récompense d'un 50, c'est pas ouf, mais ça peut se prendre. Voilà, après on aura bien évidemment des choses techniques à franchir, la moyenne mobile 50 journalière qu'on n'arrive plus à franchir depuis cette bougie haute, cette mèche haute du 9 décembre. Donc affaire à suivre sur L'Oréal. Voilà, je tente le coup L'Oréal, je vous la ferai suivre comme d'habitude dans toute transparence. On verra bien, le RSI c'est pas joli, un peu faible. On verra bien si on a un rebond technique sur le secteur du luxe cette fin d'année ou pas. Donc affaire à suivre. Donc voilà ce tour d'horizon de mes trades court terme avec pas mal de changements en ce moment. On fera un point le week-end prochain et s'il se passe quelque chose, je vous partagerai sur Twitter. Allez, on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Renault, où je vais déjà fait un point technique le week-end dernier. Et comme cette semaine c'est plutôt très bien passé pour Renault, je voudrais refaire un point avec vous. Donc Renault, bougie hebdo, très intéressante. Plus 4,58 avec un CAC qui a été malmené cette semaine. Donc c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a eu une rumeur de fusion avec entre Nissan et bon, je me rappelle plus quel autre constructeur. Donc ça a boosté un peu Renault. Mercredi, donc plus 5,21. Après, jeudi, malmené comme tout le monde, moins 1,15. Et vendredi, belle bougie, plus 1,17. On est revenu un peu chercher ce gap haussier du mercredi. On est revenu un peu vers cette moyenne mobile 200 journalière où je vous ai parlé le week-end dernier qu'il fallait vraiment la franchir pour essayer d'aller bien plus haut avec Renault. C'est ce qui s'est passé mercredi. Donc maintenant, pour moi, il ne faut plus revenir là-dessous. Donc si vous pensez que Renault a encore la capacité d'aller plus haut, et c'est assez simple. On va dire si on arrive à revenir là-haut, hop, si on fait une clôture, allez, par ici, après on peut ajuster, ça nous fait un risque récompense d'environ 1, et puis après si on retourne à 54, 2, 3, voilà, maintenant Renault, où elle a passé sa grosse résistance dynamique qui était la moyenne mobile 200, avec un gap haussier, avec une semaine malmenée sur le CAC 40, et qui arrive à quand même bien s'assortir. Faut vraiment que si la semaine prochaine ça se passe plutôt bien et qu'il n'y a pas de grabus sur le CAC, et repartir bien plus haut. On voit que toutes les moyennes mobiles sont sous les cours, donc c'est plutôt positif. On a la 10, la 20, la 50 et la 200. Donc pour moi, le juge de paix, c'est ce gap haussier qui est toujours un peu ouvert, qu'il va pas falloir combler la semaine prochaine, et en même temps la moyenne mobile 200. Donc on verra sur Renault. Je vais vous la faire suivre sur Twitter toute la semaine prochaine. On va voir si j'arrive à rentrer dedans parce que techniquement ça me plaît, et etc. Je vous la ferai suivre aussi. Le RSI c'est suivi parce qu'on est rentré en zone de surachat, donc c'est quand même une action qui est par les temps qui courent assez bien suivi par les investisseurs. Donc on va voir si on a la possibilité de rentrer dans le train ou pas. On avait ici un gros gap baissier qui a été comblé. Un gros gap baissier qui a été comblé par ce gap haussier. Donc on est au final, on a presque ici une énorme, même si bon c'est trop gros, mais on a presque une énorme île de retournement au final. Tout ce carré, parce que ce gap haussier est pas encore comblé vraiment. Le gap baissier qui était là, donc on a tout ça qui est entouré entre un gap baissier et un gap haussier. Donc on appelle ça une île de retournement, mais l'île est vraiment très grosse. La plupart du temps, c'est très bon signe, ce genre de config. Mais après, avec autant de bougies, je sais pas trop si ça marche vraiment. Affaire à suivre sur Renault, c'est pour ça que je vais vous la faire suivre. On continue, Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, ce que j'aime bien, c'est qu'on est revenu
vendredi sur une belle zone de polarité. C'est une action aussi très forte, haussière, bien au-dessus de sa moyenne mobile 200. Donc plus intéressant et peut-être plus de chances de repartir à la hausse si le CAC veut repartir à la hausse. On est revenu sur la zone de polarité, on se met en ligne de clôture, c'est assez clair. Résistance septembre, octobre, etc. La zone des 84,76. Support récent début décembre. Et là, on est de retour pile poil dessus. Donc là, c'est pareil, il y a encore des gaps un peu partout, des gaps baissiers là. Mais on peut avoir une stratégie assez claire. C'est soit on est assez, on va dire Saint-Gobain sur du moyen terme ou assez large avec un stop avec la moyenne mobile 200 journalière qui est tout à fait aussi recevable parce qu'elle est bien en soutien depuis un long moment. Et on peut être intéressé aussi par le dossier fondamentalement de Saint-Gobain qui est pour moi aussi une très belle entreprise. Là, ça nous fait pas un bon risque récompense, mais bon, si on casse les plus hauts, je vous rappelle historique, et qu'on continue dans cette belle hausse, parce qu'au final, si on se met en hebdo, voilà, il n'y a rien de catastrophique, c'est des hausses, des stabilisations un peu à plat, on repart à la hausse, on se stabilise, voilà, on peut zigzaguer, repartir un peu et repartir après chercher des nouveaux records. Donc on a soit là, soit stop bien plus court sous toutes les mèches, un peu ici, et puis aller là-haut. Ça nous fait un risque récompense déjà bien meilleur de 2,30, mais on a la possibilité de se faire sortir par une mèche basse. Après, c'est vous, c'est votre money management, c'est votre façon de faire. Moi j'ai la mienne, là c'est juste des idées sur des zones techniques clés que je vous propose. Donc voilà sur Saint-Gobain, on va suivre ça de près. Le grand, c'est à peu près la même chose. Le grand, ce que j'aime bien, c'est que déjà en hebdomadaire, on est revenu sur une belle zone. On a ce canal haussier qui a commencé en octobre 2022, qui a touché novembre 2023, août 2024, et là on est encore de retour dessus. Horizontalement, on est aussi sur une zone de polarité des 93 €. On voit bien. Support, résistance, comme d'habitude, et donc là on est dessus, donc peut-être à surveiller. Vendredi, on rattrape un peu ce support, on va voir. Là c'est pareil, sur, on va dire, si on repasse au-dessus des plus hauts de jeudi, un stop assez court sous la bougie de vendredi, on pourrait aller chercher là-haut. Ça nous fait un risque récompense de 1. Il y aura la moyenne mobile 200 à franchir. Et puis après, bon bah il y a des choses à faire. Il y a encore des gros gaps baissier à aller chercher. Voilà, techniquement, c'est assez intéressant. Maintenant, contrairement par exemple à Saint-Gobain, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Sous la 10, sous la 20, sous la 50 et sous la 200. Le RSI est plutôt faible, en dessous des 50. Donc on va voir. L'enjeu de la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on va casser les 93,10 € ou pas. Peut-être que lundi, on sera à 92 et que on mettra le grand entre guillemets à la poubelle pour aller chercher plus bas. Le canal haussier n'en sera plus un, et puis on verra, on essaiera de trouver une autre congestion technique sur le grand dans les jours ou semaines à venir. On continue, Française des Jeux. Française des Jeux, c'est à peu près la même chose, retour sur une belle zone de polarité. On voit en ligne de clôture, support, résistance. Maintenant, on fait une mèche basse, c'est pareil. Sur Française des Jeux, c'est un peu belle impulsion haussière. Et puis là, ça zigzague un peu. Ça zigzague pas mal sur Française des Jeux. Peut-être mettre là. Peut-être on va... Même si là, on n'a pas été là-haut. On va peut-être zigzaguer sous forme de triangle. Après, on va dire qu'on est qu'au début. Si on forme une sorte de triangle, baisse de la volatilité entre 36,58 et la résistance oblique baissière. Donc affaire à suivre. Donc là, c'est à peu près la même chose. On peut voir là-haut, mettre un stop ici. On aura la résistance oblique à passer si elle nous donne du fil à retordre, entre guillemets. Le gap baissier à aller combler et retourner là-haut. Risque récompense de plus de 2, presque 2,5. Stratégie pour moi tout à fait recevable. Maintenant, surtout ce qu'il va falloir voir, c'est lundi, mardi. Après, malheureusement, on va rentrer dans Noël, etc. Donc
Voilà, et ça va. Les volumes vont être très faibles, ça peut décaler très vite s'il y a des carnets d'ordre assez remplis, peu remplis, pardon. Maintenant, c'est quand même des sociétés que je vous propose avec beaucoup d'échanges. Donc il ne va pas y avoir des trous dans le carnet d'ordre sur Saint-Gobain, Renault, Legrand ou Française des Jeux. Donc on verra. On fera suivre tout ça sur Twitter. Et si techniquement c'est toujours intéressant le week-end prochain, eh ben on en reparlera. Et on va finir avec SPI. Donc SPI, ce que j'aime bien, c'est bien évidemment plus négatif que Renault, Saint-Gobain ou Legrand ou même Française des Jeux en hebdomadaire. C'est pas joli. On est bien en dessous de la moyenne mobile 10. On essaye de se stabiliser sur une zone quand même technique très importante, je pense, sur SPI. C'est le support oblique haussier d'octobre 2020, mars 2022, pas mal de touchettes, octobre 2023, et là on est de retour dessus. Donc la zone des 28,82. Ce que j'aime bien sur SPI, c'est une sorte de double creux. Double creux, comme ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la bougie de vendredi. On fait une belle englobante de la bougie de jeudi. Et on va faire clôturer ce gap baissier qui avait été fait le jeudi. Donc on ouvre dans la journée de vendredi, on va chercher les 28,82 et après ça achète toute la journée jusqu'à la clôture où on clôture au plus haut. Donc, ce genre de bougie, normalement, rien n'est bien évidemment scientifique sur les marchés boursiers, mais normalement ça devrait recontinuer à la hausse. Après, il y aura bien évidemment des zones ici. Il y aura la ligne de coup, mais il y a une stratégie qui peut être envisageable sur SPI, c'est essayer de prendre lundi assez tôt, si ça veut repartir à la hausse assez tôt, mettre son stop en dessous de la bougie de vendredi avec cette belle englobante qui englobe la bougie de jeudi, et après ligne de coup ici. Ça nous fait un mauvais risque récompense, mais si on casse cette ligne de coup, peut-être reprendre position. Et puis après, après il y a des choses à faire sur SPI. Si elle veut retourner cette grosse baisse, il y a plein de gaps. Ici, il y a un petit gap qui n'a même pas été clôturé en journée. Ici, il y a aussi un gap baissier. Donc bien évidemment, c'est quand même dangereux parce que la tendance est baissière. C'est contrariant parce que entre guillemets, on parie sur un retournement de tendance, mais techniquement, il y a des choses intéressantes. Englobant haussière sur la bougie de jeudi, peut-être double creux avec la ligne de coup à 30,50. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Techniquement, il y a des choses intéressantes. Il faut avoir un plan. Le plan, ça c'est clair. Ici, le stop. Ici, ça veut dire que si le marché continue et ne voit pas le double creux, etc., et qu'on va casser et qu'on va à 28,46, on prendra la perte de 4%. Et à contrario aussi, ça repart à la hausse avec cette belle bougie technique de vendredi. C'est ce qu'il y a, ça casse 30,50. On pourra aller combler quelques gaps et essayer de grappiller quelques pourcentages. Donc voilà sur SPI, voilà ce tour d'horizon de ces 5 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes. Maintenant, le marché a toujours raison. Peut-être que lundi, tout ce que je viens de vous dire, ça volera en éclats, tous les supports seront cassés et puis on passera à autre chose. Je vous donne des idées sur des sociétés qui me semblent intéressantes. Après, on voit ce que ça donne durant la semaine. C'est pour ça que je vous fais suivre toutes les semaines les analyses que je vous fais le week-end sur Twitter. Pour me suivre, je vous rappelle, le lien est dans la description. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, voir comment le CAC 40 s'est comporté la semaine et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller pour la semaine suivante, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme
et long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël à tous la semaine prochaine et on se retrouvera, je pense, début de semaine prochaine pour une vidéo d'analyse fondamentale et technique. Donc, bon week-end à tous, joyeuses fêtes de fin d'année à tous et à la prochaine. Bye!